Donc, bonjour Christine et Louis, donc de l'association du combat de Nicolas. Donc, je souhaiterais présenter votre association. Donc, je vais vous laisser commencer par l'historique. Oui. Vas-y. Donc l'association, nous l'avons créée parce que nous avions un décès dans la famille, donc Nicolas qui avait 5 ans et demi. Et nous nous sommes aperçus que cette maladie n'était pas informée, et qu'on n'était pas prêt pour ça, et qu'il y avait toute une peur autour de cette maladie qui n'informait pas les parents. On s'est vu un peu tout seul, puisque je peux commencer par la maladie de Nicolas. Donc j'ai amené mes 2 enfants au docteur, ils étaient malades. Et il s'avère que David, il avait une grippe, et Nicolas, il avait des taches sur le corps que le docteur il a diagnostiqué comme des piqûres de moustiques, avec les maux de tête qu'il avait. Cette maladie, c'est quoi exactement? C'est une maladie qui est... voilà, c'est la méningite. Donc c'est une bactérie qui attaque les méninges. La méningite qui d'après ce qu'on a déjà discuté auparavant, peut aussi bien attaquer les enfants que les adultes. Oui, la méningite, elle attaque les enfants, les bébés, elle attaque les jeunes adultes. Les adultes, elle peut attaquer tout le monde, les personnes âgées. Et elle se contracte essentiellement par la salive. Par la salive essentiellement. Voilà. Ce qui veut dire effectivement que nos jeunes aujourd'hui, malheureusement, Ceux qui sont le plus atteints, parce que les bécotements, quand ils ont Changement de partenaire. Changement de partenaire, en plus on est dans une époque où effectivement... Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a le porteur sain, celui qui va transmettre la maladie, et le porteur... Celui qui va être vraiment malade peut la transmettre aussi, mais celui qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est le porteur sain. D'accord. Si le porteur il porte la maladie, il va la transmettre, mais lui ne sera pas malade. Donc lui, donc aucun facteur, aucun symptôme, rien qui permette de déceler en fait. Il aura une grippe. Voilà, il va avoir des maux de tête, mais sans plus. Il ne va pas déclarer la maladie. Donc alors cette maladie se transmet par une bactérie? Oui, c'est une bactérie, c'est pas une dire. Cette bactérie, elle va être développée alors chez les porteurs sains ou chez le porteur normal, chez le porteur lambda, en disant qu'il y en a qui vont être malades, comme j'expliquais, et d'autres qui vont pas déclarer la maladie. À la fin du temps d'incubation, la maladie disparaît automatiquement. Et par contre, pour la déceler, il n'y aura que par la prise de sang. Par une prise de sang, là on verra qu'il y a une bactérie qui est en train de... Donc là on parlait de nos jeunes de nos jours. Moi j'ai une question parce que je ne connais pas bien, mais est-ce que ça peut se transmettre par les rapports sexuels? Non. Non, c'est que essentiellement par la salive. Par la salive. D'accord. Par la salive et pas forcément par un baiser. Quelqu'un qui a la grippe, on dirait une espèce de grippe, il va éternuer, et la personne qui est en face, elle va par les potions, on peut attraper cette maladie. Donc là, boire derrière quelqu'un, à la bouteille par exemple, c'est pas forcément. Non. Pas forcément, puisque la bactérie, dès qu'elle est à l'air libre, même pas en quelques micros de secondes, la bactérie elle meurt. Du moment qu'elle est à l'air libre, il faut qu'elle soit toujours dans un milieu humide et tempéré. D'accord. Au niveau du système immunitaire, apparemment chez les personnes plus âgées, ça peut... Après c'est pareil, ça, entre l'enfant et les personnes âgées, l'enfant n'a pas encore développé toutes les immunités, c'est pour ça qu'il a tendance à choper plus de bactéries que d'autres. Et chez les personnes âgées, elles ont perdu l'immunité. Donc les bactéries ont plus tendance à aller vers ces personnes-là. Et quand c'est des personnes âgées ou des enfants, la maladie peut les embarquer très rapidement. Donc concernant cette bactérie, bon, admettons, moi j'ai un fils de 15 ans, il fréquente une jeune fille, elle est porteuse saine, admettons. Il sort avec elle aujourd'hui. En combien de temps on peut se déclarer la maladie? Quels sont les symptômes?
Si elle porte le virus, la bactérie, donc elle va l'incuber pendant 15 jours, donc ton fils, pendant ces 15 jours, il va l'attraper. D'accord. Si lui, il est plus réceptif de la maladie, à ce moment-là, eh ben, il va commencer par avoir une grosse migraine, des vomissements, et petit à petit, il aura des taches plus claires au début, et après qui vont se transformer plus foncées en violacées. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une infection du sang qu'on appelle la septicémie. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a presque un non-retour de la maladie, puisque les organes vitaux vont être touchés. Très très rapidement alors. Très rapidement. La maladie, une fois qu'elle est déclarée, en quelques heures, la personne qui l'a chopée, en quelques heures, peut partir. Ça peut être d'1 heure à 3 heures, mais ça peut être... bon, Nicolas, quand ils l'ont vu, quand ils ont vraiment su que c'était une méningite à purpura, ils l'ont su à 11 heures, à 23 heures du soir, à 7 heures du matin, Nicolas était parti. Il a quand même tenu plus longtemps puisqu'il était sous antibiotiques quelques jours après, donc ça a ralenti. Alors quand on arrive au stade que j'ai dit non-retour, ça veut dire que les personnes peuvent s'en sortir encore, puisqu'ils ils le savent, les docteurs à ce moment-là, ils vont l'injecter des antibiotiques. Ils vont les mettre sur un coma artificiel pour que la maladie elle ralentisse. Et par contre, il y a des organes qui ont été touchés. Soit ils vont s'en sortir avec une dialyse. Ça peut être des amputations, ça peut être tout un tas de trucs, parce qu'en général, la septicémie, c'est le sang. Tout ce qui est organes, le bout des organes, les mains, les pieds. Et le foie aussi, les reins. Les reins, tout ce qui filtre. Tout ce qui filtre. Et à la fin, c'est le choc. Le choc septique, c'est le cerveau. D'accord. Ça atteint aussi. Et une fois que ça atteint le cerveau, en général, là, c'est le point de mort. C'est horrible cette maladie. C'est horrible. C'est horrible en disant que les personnes comme Nicolas qui l'attrapent, ils ne se sentent pas, heureusement, si malades que ça. Comme ça attaque les méninges, les méninges, ils sont dans une espèce de... ils sont plus là. C'est-à-dire ça, la maladie avance, mais c'est pas pour ça qu'ils vont se plaindre que j'ai mal ici, j'ai mal là. Non, ils ont pas forcément mal parce qu'en fait, ils sentent pas grand-chose. D'accord. Vous a donné envie de créer une association. Oui. Oui, parce que comme on avait dit au début, on n'était pas informés et on savait qu'autour de nous, personne n'était informé non plus. Et qu'au lieu de nous apprendre ce que c'était cette maladie, comme on nous dit qu'est-ce que c'est la rougeole, qu'est-ce que c'est... en tant que parents, on doit décider du sort de nos enfants, puisqu'il y a un vaccin et que des bébés, on peut être vaccinés contre cette maladie et ne pas la transmettre et ne pas l'avoir. Et qu'aujourd'hui, dans le carnet de vaccination, elle est, heureusement qu'on s'est battu, elle y est aujourd'hui sous le carnet de vaccination. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée quand même. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Donc là, effectivement, le but de l'association, c'est d'aider particulièrement les enfants. Non, le but c'est surtout d'informer. C'est la formation de cette maladie auprès des adultes et des jeunes adultes. Que les parents arrivent à la déceler assez rapidement, comme nous, quand Nicolas, on l'a emmené voir son médecin, il avait déjà des taches, en disant qu'aujourd'hui ces taches-là, avec une vitropression, on prend un verre transparent, il y a une tache, je ne sais pas moi, sur le bras, on prend le verre, on fait une vitropression et on regarde à travers. Quand on fait la pression, on regarde à travers. Si la tache elle part, c'est pas méchant. Si elle reste, c'est qu'il y a une septicémie, le sang est infecté, c'est pas forcément une méningite,
attention, ça peut être une piqûre d'une abeille, une piqûre d'abeille, ça a du venin aussi, donc ça crée une septicémie aussi. Hein. Donc tout ce qui est septicémie, mais rien que par la vitropression, on sait qu'on a déjà le sang infecté, et là on a déjà plus de chance, on va voir le médecin, on lui dit, ben, on a fait ça parce qu'on a vu ça à la télé, ou ça a été reconnu par les médecins. Donc, la vitropression, ils la font même avec le doigt, et ça se voit beaucoup moins, c'est moins flagrant. D'où l'intérêt effectivement aujourd'hui de n'importe quel parent peut arriver à savoir si son fils a une septicémie. S'il a une septicémie, il faut vite l'emmener à l'hôpital, et puis il faut avec vite, de la fièvre, on a des fièvres avec des taches, ça va alerter plus. Les parents arriveront à sauver des enfants s'ils le prennent. Donc d'où l'intérêt effectivement d'avoir cité tous les symptômes en début d'interview, et de les rappeler maintenant effectivement, et de permettre à votre association déjà d'être connue, de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, tout à fait. Et que le silence est également, c'est notre slogan le plus, c'est silence également. Tout à fait. Ce n'est pas parce que notre association, c'est une association contre la méningite, qu'on ne peut pas aider des enfants qui sont malades avec d'autres maladies, puisque depuis le début, quand Nicolas il est décédé, on s'est retrouvé tout seul sans moyens financiers, et aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens financiers comme nous on n'avait pas eu. Et nous, si on peut aider ces parents-là, aujourd'hui on le fait en disant que c'est pour les enfants. Donc quelque part, c'est à travers votre expérience très douloureuse, c'est pouvoir en retirer, on va dire, quelque part quelque chose d'assez merveilleux, de pouvoir aider les autres. Oui, c'est ça. Au-delà de toute la douleur que ça a engendré, c'est aussi dire ça existe, vous n'êtes pas seul, et il y a une association qui est là pour ça. Voilà, que ce soit quel type de maladie qu'un enfant il peut avoir, comme l'autisme, comme d'autres maladies infantiles pas tout à fait généralisées, très, très graves. Et nous, on les aide, on fait des manifestations et on les aide un petit peu à pouvoir supporter. On les aide à notre façon en disant qu'on... quand on peut donner des dons financiers, on en donne. Ou parler d'autres maladies. Oui. Voilà. Et aussi, depuis le début, nous aidons l'hôpital Mère-Femme-Enfant de Lyon, puisque c'est là que Nicolas il est décédé à Édouard Herriot. Mais Édouard Herriot, aujourd'hui, il est fermé pour les enfants, donc ils ont fait cet hôpital Mère-Femme-Enfant. Et nous les aidons à fournir des ordinateurs pour les adolescents qui sont hospitalisés, qui ne peuvent pas être en contact avec la famille et leurs amis, donc avec une webcam. Nous avons aussi offert des petites lecteurs DVD pour des soins médicaux, justement pour les tout petits qui avaient du mal à faire des soins, et que ça les sortait de leur douleur. Nous les aidons aussi à du petit matériel comme des coussins pour les bébés. Nous faisons aussi toutes les années le renouvellement de livrets de deuil pour les familles. Et cette année, par rapport à leurs études, il y a des enfants qui rentrent à la maison avec une trachéotomie ou ventilée. Ils ont fait des livrets aussi, et donc nous les finançons tous ces livrets. Donc quelque part, c'est d'où le nom, le combat Nicolas, parce que c'est un combat. C'est un combat. Donc au niveau de l'association, il y a combien de membres Cette association, on n'est pas tout seul dedans depuis le début. Heureusement qu'on avait des amis proches qui ont tout de suite adhéré à notre cause et qui sont là depuis le début. On va dire qu'en bénévole actif, tout le temps, on est une vingtaine. Et à chaque fois qu'on fait une manifestation, les gens qui sont dans la salle viennent vraiment pour donner un coup de main, et ils regardent comme on est tellement unis
que ça donne vraiment envie aux gens de nous donner un coup de main et de nous aider dans ce qu'on fait. Toujours dans la bonne ambiance. Toujours dans la bonne ambiance, toujours dans cette priorité d'aider le prochain. Et les gens ils se sentent concernés par tout ce qu'on fait. Et donc là, Louis, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait 2000 personnes. Oui, on a un peu plus de 2000 personnes parce qu'on a demandé pour pouvoir passer l'utilité publique, on devait être un certain nombre. Donc les adhérents ne payent rien, on ne leur demandait pas d'adhérence, par contre on leur demandait le nom, l'adresse, etc. Et on a recueilli plus de 2600 signatures. 3000, donc passer d'utilité publique. Voilà. On a récupéré plus de 2600 signatures justement pour pouvoir passer l'utilité publique. D'accord. Donc au-delà de ça, il y a d'autres bénévoles? Oui, depuis le début, le collège Bellevue nous envoie des groupes de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont dans le milieu social et qui viennent faire un stage chez nous pour pouvoir justement nous aider et comprendre un peu cette maladie, à leur tour informer autour d'eux. Ils nous aident dans les repas, dans les ventes des poignes et puis ils y montent un dossier justement pour en parler au collège. Donc beaucoup d'informations autour des jeunes. Des jeunes. Donc au niveau de l'association, vous participez à des, si je peux appeler ça des expositions, mais en particulier des conférences pour vous faire connaître. Voilà, pour nous faire connaître et puis faire connaître cette maladie, on fait appel au docteur qui était avant docteur, qui est devenu professeur, Javoué, qui fait des conférences pour nous sur cette maladie, donc qui vient informer les gens vraiment avec des noms techniques mais très accessible à tout le monde, avec des photos, voilà. On essaye d'en faire une par an, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas faite et cette année ça serait le but d'en faire une réunion d'information sur la maladie. Et donc nous faisons aussi beaucoup de repas dansants. Nous avons fait des vides-greniers et toute l'année depuis le début nous faisons aussi de vente de poignes et de Saint-Genis. Donc oui, tout ce qui est pogne, Saint-Genis. D'accord. Alors ce qui est important dans cette association, c'est qu'on a 2 parrains qui en fait sont... J'ai été très étonné qu'ils ne sont pas aussi connus que ça et pourtant c'est des champions du monde, des champions d'Europe. Donc voilà, c'est ce qui m'a touché au niveau de l'association, c'est de voir ce que j'appellerais moi des guerriers de l'ombre, des gens qui se battent, parce que le combat c'est toujours symbolique de guerre, même si c'est pas le cas. Donc voilà, j'aimerais que vous me parliez de ces parrains. Donc ces parrains, ils ont été choisis tous les 2 par Luis. Donc je vais peut-être te laisser parler pour savoir comment... Raphaël, on l'a choisi parce qu'on cherchait un... Alors Raphaël Duboucher, en fait, c'est vrai qu'il symbolise quelque chose pour Nicolas, parce qu'on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Il disait super-héros. Je voulais sauver des vies, je voulais être super-héros. Et c'est vrai que Raph, avec ses muscles, il symbolise vraiment... Raphaël, il est aujourd'hui champion du monde, champion de France de culturisme, champion d'Europe. Et il a été champion du monde l'année dernière. Donc là, il remet son titre en jeu cette année, pour le championnat du monde. Mais là, actuellement, il a déjà le championnat de France et champion d'Europe, aussi bien tout seul qu'en couple. Les champions. Donc c'est une particularité ce qu'il fait, parce que je le connais aussi. Donc c'est du culturisme naturel. Voilà. Ça veut dire que il n'y a pas de, ils se dopent pas comme il y en a beaucoup en Angleterre, en Amérique où ils prennent des injections, ils prennent
des antifs, je sais pas comment on appelle ça. Des stéroïdes. Des stéroïdes. Ouais. Lui non, lui c'est tout à base de force, à base de travail. De plantes Non, naturelles. alors Non. oui, non, c'est vraiment à base de force. Il s'entraîne D'accord. énormément. Ah oui, Mental et physique. Le mental et physique. d'accord. Après, il a une nourriture saine, il s'alimente sainement pour D'accord. avoir le moins de gras possible et avoir un corps parfait. D'accord, parce qu'effectivement, l'ayant vu plusieurs fois, c'est quand même assez impressionnant d'avoir une telle musculature sans user de quelque part d'illusion. Ça, c'est Parce qu'on gonfle le corps avec des produits et lui non. voilà, Donc c'est ce qui m'a, Lui, c'est du travail quotidien. c'est du travail, c'est énormément de travail. C'est- Alors quand il est en compétition, c'est encore plus énorme parce qu'il est en période de sèche. Et là, c'est quelque chose de phénoménal. Et puis il est toujours avec nous depuis le début, hein, depuis qu'on lui a demandé s'il voulait être le parrain de l'association. C'était avec un grand oui qu'il nous a. Il n'a même pas hésité. Il a dit oui de suite. Et puis il nous a transporté notre association un petit peu à l'étranger aussi, puisqu'il a été champion du monde. Donc il a amené un petit peu Nicolas un petit peu avec lui. Et c'est vrai qu'il dans ses bagages, il a toujours une pancarte qu'on avait fait. De partout où il va, il l'amène toujours Il l'amène avec l'association. avec l'association. À savoir que bien sûr il est marié, il a des enfants, donc quelque part Marié, il a des enfants, ça l'a touché aussi. ça l'a Et touché, puis, bien sûr. Et puis c'est quelqu'un de la région. C'est quelqu'un de la région de C'est Saint-Marcelin. De Saint-Marcelin. Oui. Donc, ça c'est pour le premier. Le deuxième, ça a été pareil, on a fait sa connaissance par hasard. Oui, par hasard, mais quelqu'un aussi de très passionné par sa passion, par son sport. Deux sports totalement différents. Hein, Oui, ça- il parlait tellement, une envie, il avait tellement envie de nous faire partager ce qu'il vivait. C'était tellement passionnant, on va dire un sport de chien, on se dit c'est passionnant. Si on peut quoi. rappeler son nom et ce qu'il Alors, fait. Quentin Soulier, aujourd'hui, il est vice-champion du monde de chien de traîneau. Et il a été À quelques secondes. à quelques secondes, il aurait pu être champion du monde. Champion Donc, du il monde, est, ouais, comme vice-champion du monde. C'est déjà pas mal. Oui, Il a pour été un vice-champion jeune du monde de à peine 20 ans, c'est... Ah ben c'est beau, moi je l'ai rencontré, C'est puis c'est énorme, quelqu'un qui est hein. très très passionné. Je pense que je le rencontrerai dans une interview qui lui sera aussi dédiée. Et Et là, c'est un jeune qui est phénoménal, qui Oui. arrive à avoir, qui a une relation avec les animaux que nous on a été le voir courir, et puis même par rapport à ses... Je n'ai pas saisi. Moi non plus. ça c'est les aléas des tournages. Voilà. Donc voilà. Non mais c'est vrai, Quentin c'est pareil, quand ces chiens ils sont en régime, parce qu'ils subissent un régime pour les courses, et ben il dit mes chiens ils souffrent, ben moi aussi je souffre avec mes chiens, parce que s'ils sont en régime, moi aussi je me mettrai au régime. Donc il y a vraiment une complicité entre l'homme et l'animal, son chien, Oui. qui est ils sont très unis. Fusionnel, Oui, c'est fusionnels. un peu effectivement ce lien, parce que malgré tout, hein, ce qu'on veuille ou pas, c'est qu'on est des animaux évolués, alors quelque part on garde un peu cette... Voilà. Et puis alors, on a pris Quentin comme deuxième parrain. Pourquoi? Parce qu'on avait souvent des problèmes. C'est que quand Raphaël était en compétition, eh ben, on se retrouvait sans parrain dans l'association. Et comme c'est deux sports totalement différents, ça fait que Raphaël en général c'est souvent l'été qu'il a ses compétitions, on ne peut pas l'avoir en été. Et Quentin c'est l'inverse, c'est en hiver. Ça fait que avec eux deux, on arrive quand on a des manifestations, quoi que ce soit, à avoir toujours un parrain avec nous. Parce que les gens se disaient, mais le parrain, il est où? Le parrain, il travaille. Donc là, les gens, ils sont contents quand ils viennent de voir Au vraiment moins, il y aura toujours le un parrain symbole avec de notre association. Tout à fait. Et la particularité, moi c'est vrai que j'ai la particularité, parce que étant chasseur, et toi aussi Louis étant chasseur, bah, c'est qu'il a des chiens de traîneau sur neige, Ouais. des chiens de chasse. Des des chiens de chasse qui Ah, voilà. sont Voilà. Et c'est la particularité. Alors quand je raconte ça, on me dit ouais tu dis des conneries. En général c'est des huskies, mais c'est faux. Là c'est du braque croisé. Ouais. Enfin c'est assez hallucinant. Oui. Oui, en sachant que ces chiens, la compétition de Quentin, ce n'est pas
comme on parle des huskies, Mhm. c'est pas pareil. Ceux-là, ces chiens-là, ils font des longues... Alors, le husky, c'est un chien qui va faire de la grande distance. Voilà. Et les chiens de Quentin, c'est des chiens de rapidité. Mhm. En disant que les chiens à Quentin, ils arrivent à faire des pointes de 60 km/h. Ah oui, d'accord. Ça, Ouais. ça fait déjà, Ouais, ça fait déjà pas mal. ça fait déjà pas mal. Donc là, deux beaux champions passionnés. Passionnés, comme nous, pour l'association. Voilà. Et qui nous soutiennent. Et que, voilà, c'est deux forces complètement différentes. Et que c'est un combat. Et avec eux, voilà. Ils nous On arrive aident, à aller de l'avant. on arrive à... Deux beaux champions qui méritent Beaux d'être champions. connus. Et De la que- région. De la région, De de la l'Isère. Voilà. Et c'est des champions que je vais rencontrer lors d'une prochaine interview. Donc voilà, merci pour ces deux grands personnages qui malheureusement ne sont pas plus connus que ça, mais C'est vrai. on va les faire connaître. Au niveau de l'association, il y a pas mal d'entreprises qui aident l'association, qui sont sponsors, qui utilisent leur nom au niveau de cette action humanitaire. On ne va pas tous les citer, mais peut-être nous en dire deux, trois mots de certaines. Celui qui nous a suivis aussi depuis le début et qui nous aide toujours, c'est Isère Distribution, le centre Leclerc de Châtes. Mhm. Digital, monsieur et madame Montagnier, le mémorial de Saint-Marcelin avec monsieur et madame Balouet. On en a. Il y en a, je mettrai la liste Voilà, des... il y en a une certaine quantité qui Oui. nous ont soutenus, mais les principaux, c'est vrai que c'est Leclerc de Saint-Marcelin, Digital et Digital, le mémorial. mémorial qui Ouais. nous soutiennent. Je mettrai la liste Et puis des... on a une... Cette année, on avait une vingtaine quand même Oui, de d'accord. personnes. Ce qui veut dire qui que nous malgré ont- tout ça, au-delà de l'aspect entreprise, Oui. Elles se il y a sentent des gens concer- qui se sentent concernés. Ils se sentent Ouais, concernés. ils se sentent concernés. Comme Ils voient bien que, parce que tout ce qu'on fait, on rendait compte, hein, c'est pas parce qu'on fait un repas que voilà. Non, il faut vraiment montrer aux gens où son argent va, Mhm. que c'est vraiment pour des personnes malades, que c'est vraiment pour des parents qui sont dans l'embarras et qui ont vraiment besoin du peu d'argent qu'on peut lui donner pour les soulager un petit peu. D'accord. Donc, moi j'ai une question. Alors, j'ai jamais entendu parler de l'association jusqu'à ce que je vienne vous voir. Et je suis assez étonné que les médias n'en font pas plus de... On va dire, promotion, c'est pas le mot, mais n'en parlent pas plus. Aujourd'hui, que ce soit les médias, que ce soit le grand public, ils ont peur de la maladie. Et, D'accord. Ils ont parler pas de la droit non méningite, plus de- c'est faire peur au grand public et ils n'aiment pas trop. D'accord. Ils n'aiment pas trop, c'est pour ça. Alors, quand ils en parlent, ils parlent de l'association Le Combat de Nicolas en général, mais ils ne parlent pas trop de la méningite. D'accord. On dirait que c'est un peu aseptisé dans le sens où on ne veut pas montrer les choses réelles et jusqu'à ce que peut-être ça touche les gens. Oui, parce que on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas nécessité, puisqu'on a une trentaine ou une cinquantaine maximum de décès par an dans toute la France. Donc pour eux, c'est pas très important. Oui. C'est pas. C'est Voilà, ouais, c'est un peu dommage parce que finalement, que ce soit 50 ou 25, non, Oui. ils préfèrent quand c'est des Ouais. milliers. Ouais, Voilà. Ça vend plus et Ça, moi ce que c'est- je trouve dommage. Bon, C'est voilà, ça. c'est comme ça. C'est comme ça, parce que peut-être quelque part il n'y a pas de sang à vendre. oui. S'il n'y a rien d'extraordinaire, Non. je trouve ça que... Ça arrive. C'est une maladie du Moyen-Âge qui est encore avec nous et qu'on Mm. aurait pu déjà la éradier, comme ils l'ont fait en Angleterre, Mm. puisqu'à la naissance, c'est obligatoire. Le vaccin. Ça- Le vaccin. Et là, non, puisque ça coûte énormément cher à l'État, aux parents de prendre la décision s'ils veulent vacciner ou pas leurs enfants. Donc peut-être que, étant donné que c'est une maladie du Moyen-Âge, peut-être que moi je considérerais personnellement peut-être qu'on a des médias du Moyen-Âge. Oui, Peut-être aussi. peut-être. Peut-être Mais aussi. c'est peut-être. Moi, je serais même pas contre les médias parce que les médias, ils aimeraient peut-être bien parler,
Mais il y a des gens plus haut qui disent bah non, stop, là on dit pas Comme parce la que La ça DAS va. nous a clairement interdit de divulguer l'information parce que ça allait affoler la population. Bah, maintenant c'est trop tard parce que C'est trop on est quand tard. même dans un pays de libre expression. C'est vrai. Exactement. Et voilà. Et Donc, si on peut sauver que ne serait-ce qu'une seule vie, pour Oui. nous c'est déjà beaucoup. bah, tout à fait, mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'une personne de l'ADAS aura son enfant qui contractera cette maladie, peut-être qu'elle aura changé d'avis à ce moment-là. Oui. Enfin, c'est ce qu'il faut espérer. Après, il faut avoir le courage aussi de continuer, se battre pour les autres. Voilà, tout à fait. Parce que sauver son gamin, c'est bien, mais après, si on arrête tout parce qu'on a été aidé, on vit dans un monde un peu égoïste, ne pas continuer, c'est, je trouve, c'est même beaucoup plus grave que. Oui. En sachant que c'est très lourd de continuer après Ah ben oui. un décès d'un enfant ou même un enfant qui reste gravement handicapé. C'est dur de le faire. Et on c'est pas rose avec nous pour nous tous les jours non plus. On a Ah bah des oui. fois envie de baisser les bras. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un coup de téléphone d'un enfant qui est décédé encore de cette maladie-là. Ou un message sur Internet en disant pareil, c'est par rapport à votre association qu'on a connu la maladie et on sait comment maintenant se défendre, même que ce soit trop tard. Mais voilà, c'est par des petits aides comme ça qui font qu'on continue toujours, Quelque part, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous permet de continuer le on va combat. dire comme ça. L'association, avec tout ce qu'on a vu, ben, dans sa continuité, il y a des bénéficiaires, il y a des gens qui. des enfants, plus Des particulièrement. enfants, alors il y a 2 ans à l'arrière, on a remis un chèque de 3 000 € à une petite fille, une petite Clara, qui nous avait demandé de l'aide. Cette année, on a remis un chèque de 1 500 € à un petit Kevin. Donc c'est déjà des belles sommes parce que nous, à l'époque, quand on s'est lancé là-dedans, quand on se bat contre la maladie, parce qu'on s'est été mis, on a porté plainte contre les médecins, contre l'hôpital, contre tout un tas de trucs, et qu'on va devant le procureur avec une lettre, rien qu'un avocat nous prend 500 € pour écrire une lettre. C'est des procédures qui coûtent énormément cher. Et pour se battre contre les hôpitaux, si on n'a pas un petit peu de moyens, c'est même rien faire, quoi. Ah bah tout à fait. Donc on essaye d'aider du mieux qu'on peut. On s'est aidé aussi par rapport à ce qu'on a fait. Parce qu'on n'avait pas tant de financement que ça. Donc l'association au départ nous avait aidé un petit peu à financer aussi ces grosses sommes qu'on a réinjecté après dans l'association dès qu'on a perçu ce qu'on devait avoir. Et cet argent nous sert aujourd'hui à aider différentes personnes comme Clara, Kevin, les hôpitaux, dont on aide régulièrement. On aide surtout pour améliorer leur quotidien, pas forcément pour qu'ils se battent contre les docteurs. Parce que Kevin, c'est un petit garçon autiste, donc voilà, nous c'est plutôt pour leur confort. Et puis le confort des parents, parce que c'est eux qui nous demandent, qui nous crient un petit peu au secours, aidez-nous, parce qu'on n'y arrive plus. C'est lourd. C'est Donc lourd, des traitements quand lourds on peut aider, c'est pour un petit garçon, c'est pour une petite fille, c'est pour des enfants, donc on aide. Comme tu disais, Louis, à un moment donné, il y a eu une reconnaissance juridique du combat de Nicolas. Alors on est passé devant diverses juridictions, donc pénales. Les pénales, ils ont été reconnus coupables, mais la peine, on ne peut pas les impliquer parce que pour être coupable aujourd'hui, il faut qu'ils aient 89,9% de chances que ce soit eux les coupables. Et D'accord. comme Excuse-moi, je te coupe. En fait, pourquoi il y a eu cette attaque au tribunal pour expliquer? Il y a eu des erreurs des médecins? Oui, il y a eu des erreurs du médecin, puisque je l'ai amené Nicolas chez son docteur, avec déjà des taches villosées sur le corps, et il a dit que c'était des piqûres de moustiques. Aussi bien son médecin traitant n'a pas réussi à déceler la maladie, que l'hôpital où on l'avait emmené un peu plus tard n'ont pas décelé la maladie. Ils n'ont pas décelé une méningite, ils pensaient que c'était une méningite virale, alors que c'était une méningite à purpura.
Ils l'ont vu, Fulminace. voilà, et ils ont vu quand il était complètement violé. Et ils ont fait des trucs à Nicolas jusqu'à 11h, 11h30 du soir, où ils ont fait même une ponction lombaire pour arriver à voir. Et là, il s'est avéré que c'était déjà C'était trop presque trop tard. Et nous, on s'est battu parce que quand on amène un enfant, on ne laisse pas un enfant dans une pièce d'attente 3 heures alors qu'on sait qu'une méningite peut nous emmener très très rapidement. Aujourd'hui, nous on le sait. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour pas que ça se reproduise. Et on les a amenés devant les tribunaux. Quand le docteur nous dit, même un docteur de famille qui me dit, je sais pas ce qu'il a, on verra demain. Ben, je pense que c'est pas une réponse. Oui, là pour un docteur. Par rapport à un médecin, quand on dit je ne sais pas ce qu'il a, la moindre des choses, si on ne sait pas, on s'informe. Par rapport à une maladie comme Nicolas, n'importe qui aujourd'hui, que ce soit n'importe qui, moi, un bon professionnel, on me demande quelque chose, si moi je n'y arrive pas, ben, je vais m'informer pour pouvoir... Eh ben, ce médecin n'a pas su, non, je ne sais pas, on verra ça demain. Mais demain, c'était trop tard. D'ailleurs, ça a été trop tard, puisque le lendemain, Nicolas était décédé. Et malheureusement, dans cette histoire, il y a eu toute une chaîne de dysfonctionnements assez dramatiques finalement, parce que des gens qui sont quand même censés être des professionnels de la santé, Exactement, c'est pour ça qui ont fait des années d'études, et qui arrivent on va dire, à faire patienter un enfant 3 heures, en ne diagnostiquant pas quand même un état, il y a de quoi s'inquiéter peut-être aussi. Voilà, ben c'est pour ça que nous aujourd'hui on s'est battus et on les a amenés devant les tribunaux. Et les tribunaux nous ont, là récemment, ils nous ont donné raison, en disant qu'ils nous ont donné raison, mais c'est pas ce qu'on aurait voulu. On aurait voulu que les médecins nous disent, ben oui, on a fait une erreur. La reconnaissance. La reconnaissance. C'est-à-dire à un moment donné, assumer les responsabilités de ses actes et de dire nous reconnaissons que nous avons fait une erreur pour X raisons. Voilà, exactement. Surtout qu'on a été les voir tous les deux, que ce soit son docteur de famille, que ce soit à l'hôpital, le directeur d'hôpital. On a été les voir, on a demandé à qu'on nous dise oui, il y a une erreur de fait. C'est tout ce qui nous aurait suffi parce qu'on savait très bien que même là, c'est fini. Nicolas, il n'est pas là, il ne sera jamais là. Et lui, en tant que malade, et qui après autant d'heures de souffrance, il soit reconnu qu'à Lyon comme un être humain, parce que même son docteur traitant, que soit Romain, j'ai jamais senti une telle affection pour une personne. Non, à Lyon, oui. Dès qu'il est arrivé, j'ai été informée de son cas. Avant d'endormir, ils ont informé mon fils de 5 ans et demi. Donc là, on s'est senti quand même quelque part aidé et accompagné. Plus soutenu, oui. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Vous, simplement, tous les deux, ce que vous auriez aimé, c'est qu'il y ait une reconnaissance et vous ne seriez peut-être même pas allé au tribunal du coup. Oh, je pense pas, non. Simplement d'assumer leur responsabilité professionnelle, de dire nous sommes désolés, nous avons fait une erreur diagnostique. Malheureusement, il y a eu un décès. Mais on est humain, on a fait... on est des humains. Voilà. Je pense que de nos jours, les gens n'acceptent pas le fait d'être humain, ils veulent être parfaits. Parfait. Alors que ça n'existe pas, la perfection. Non, du moins pas sur Terre. Non. Suite au tribunal pénal, ça a été reconnu, mais pas dans la totalité, parce qu'il fallait... Alors en pénal, ça s'est avéré que on ne peut pas inculper quelqu'un puisqu'il n'a pas tort à 99%. Et on les a poursuivis au civil, où là ils ont été reconnus aussi bien l'hôpital que les médecins. Voilà, le médecin, il a eu 30%, il a enlevé à Nicolas 30% de chances de vie, et l'hôpital 40%. Et le reste pour la maladie elle-même. D'accord. Donc là, quelque part, c'est une victoire, une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'une victime qui a souffert pendant des heures, un petit garçon de 5 ans et demi tout seul. Donc cette maladie peut se guérir à condition que... Elle peut se guérir à condition d'être prise le plus tôt possible, avant les tâches.
c'est-à-dire juste avec les maux de tête et vomissements. D'accord. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que ça ressemble plutôt à une gastro, une grippe ou quelque chose. Mais c'est vrai que tout de suite derrière, des petites taches un peu transparentes qui arrivent. Même, il parle de la nuque raide, Nicolas n'a jamais eu. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça arrive aussi. Il faut faire la différence entre la virale, que c'est pareil, maux de tête, vomissements, nuque raide. Sauf que la méningite à méningocoque type C, c'est avec le purpura, donc des taches violacées. Et comme je dis avant, qu'elles soient violacées, on les voit déjà un peu transparentes. Donc à ce moment-là, il faut donner tout de suite un antibiotique. D'accord. N'importe lequel au début. Plutôt la maladie est prise Voilà. à temps, plus le patient aura de chances de survie. D'accord, donc on peut rappeler les symptômes dans l'ordre chronologique. Alors l'ordre chronologique, c'est la fièvre, Mhm. après les vomissements. Mhm. Normalement, ça serait la nuque raide, la nuque raide. Ouais. On va dire... Ça, c'est les principaux, les principaux effets. Oui, on va avoir un assoiffement, puisque le corps se déshydrate très 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 vite. D'accord. Et là, on voit plus ce qui se passe dedans, parce qu'il y a tous les organes qui commencent à lâcher. D'accord. Et tout ça, ça peut être très rapide. Ça peut aller de 1 heure à 3 heures de temps. C'est fulgurant alors. C'est fulgurant. C'est pour ça que ça s'appelle une méningite fulgurante. D'accord, donc ça je pense que c'est bien d'informer, justement, c'est pour ça que l'association aussi a été créée, le combat de Nicolas, c'est pour l'information, c'est pour que les gens soient au courant on est tous concernés, on est tous parents, donc je pense que c'était bien de rappeler les symptômes. Alors j'aimerais qu'on aborde cette dernière question ou anecdote qui est la fameuse chanson des petits crocodiles. Oui, c'est une chanson qui a beaucoup d'importance pour nous et sûrement pour Nicolas, puisque une demi-heure avant qu'il parte définitivement, il l'a chanté. Il a chanté, ça veut dire que dans cette maladie-là, à l'état qu'il était, il ne devait plus avoir de tête. D'accord. Il ne devait plus avoir de conscience. Ah oui, d'accord. Et quand on chante une chanson, Les petits crocodiles, et que là, il me regarde fixement et me disant, en chantant cette chanson, que je ne connaissais pas forcément, et je dis, mais pourquoi il me chante cette chanson? Et quelques jours après, j'ai été voir ce que c'était. Et je vois que c'est les crocodiles qui partent en guerre pour aller sauver ses enfants. Donc pour moi, pour mon mari, il y avait un sens. Il y avait un sens de dire il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter là. D'accord. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Eric. Donc ça va permettre un petit peu aux gens de faire la connaissance de cette association. Je laisserai vos contacts sur la vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation et puis à très bientôt. Merci. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants. Traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière,
les crococros, les crococros, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là courait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococros.